C'est le 19h, bonsoir, bienvenue à tous. Les noms et les moyennes des meilleurs au baccalauréat 2022 sont connus depuis le mardi 2 août 2022. Trois noms à retenir des trois premiers à cet examen: Mahfous Lanré Ouessou, Babio Hicham, Laurence Evania Gbaye, respectivement premier, deuxième et troisième au plan national de cet examen. La rédaction de ETélé fait un zoom sur eux. Ce soir, nous allons vous faire découvrir le deuxième au bac, Babio Hicham, avec une moyenne de 18,27. Mathilde Sabi et Boris Arissou, l'instant d'une matinée, ont fait une descente chez lui. Voici le reportage. Avec une moyenne totale de 18,27 sur 20, Hicham Babio est le deuxième au bac Bénin, toutes séries confondues. Âgé de 17 ans et élève au collège catholique Les Hibiscus de Parakou, Hicham a obtenu la note de 20 dans plusieurs matières, une fierté pour ses parents, mais aussi un privilège pour l'établissement dont il est issu. Il faut dire que c'est un enfant sur qui on comptait et on voyait venir quand même la réussite. Les résultats qu'il a obtenus au cours de l'année prouvaient déjà qu'il allait avoir de bonnes notes. Un jour, je me suis arrêtée, j'ai dit, bon, je vais acheter au moins quelque chose au bord de la voie. J'ai fini d'acheter le sucre. J'ai dit, ben, ça reste le lait. Au moins, arrivé à la maison, on va faire du thé pour prendre. Il a vu que vraiment le temps passait. Il est descendu, il a pris Zem, il est parti. Je suis revenue, mais Hicham, il est où? On me dit qu'il a pris Zem pour rentrer. Je suis venue à la maison. Toi, c'est quoi? Que lui, là, si ça fait, il n'a pas le temps à perdre. J'ai dit, pourquoi toi, tu es comme ça? Donc, c'est un petit, vraiment, il est toujours pressé, toujours à l'heure. Il n'aime pas le retard quand même. La rigueur a été le credo de Hicham tout au long de l'année scolaire. Il révèle aujourd'hui ses différentes stratégies d'apprentissage, stratégies qui lui ont permis de décrocher son baccalauréat, mais surtout d'être parmi les meilleurs. Durant les vacances, je me concentre beaucoup plus sur les matières littéraires. Et là, comme ça, durant l'année scolaire, j'aurai plus de temps à concentrer aux sciences, aux mathématiques et à la physique. Pendant l'année scolaire, en sciences, j'apprenais très bien le cours. J'essayais de maîtriser le cours. Je prenais beaucoup de temps sur la maîtrise du cours. Après cela, maintenant, je faisais les exercices. Il y a un site EducMaster où on peut trouver les épreuves de plusieurs collèges, des établissements du Sud aussi. Donc, j'ai pu parcourir beaucoup d'épreuves et du coup, pendant l'examen, face aux épreuves, j'étais un peu plus à l'aise parce que c'était un peu du déjà vu. Après le baccalauréat s'ouvre une autre porte, celle des études supérieures. Notre lauréat a déjà son programme tout tracé. Pour le cursus universitaire, j'envisage le domaine de l'informatique parce qu'aujourd'hui, l'informatique est au premier plan dans les questions de développement. Beaucoup de choses aujourd'hui se font en ligne et c'est un domaine vaste avec beaucoup d'opportunités. Donc je pense que voilà, ce sera un domaine dans lequel je compte vraiment me lancer pour le cursus universitaire. Il faut signaler que nos diverses tentatives pour obtenir des interviews des responsables du collège catholique Les Hibiscus se sont soldées en échec. Voilà, nous reviendrons dans nos prochaines éditions sur les deux autres meilleurs à cet examen, en l'occurrence le premier et la troisième. Connue du public comme un instrument médical de correction des défauts visuels, elle se porte de plus en plus, que ce soit pour raisons professionnelles ou autres. Le port de lunettes médicales devient alors une nécessité. Comment les entretenir? Nous nous sommes rapprochés des opticiens pour des conseils. Le reportage est signé Jeannot Dopayon, Paul Esther Saoussi et Estelle Victoido. Bon, j'utilise mes verres depuis plus d'1 an. C'est un verre médical, donc on me l'a prescrit. C'est parce que je ne vois pas de loin. Bon, d'abord par rapport à mon boulot, qui me permet d'être tout le temps sur la voie, je les porte pour pouvoir protéger l'œil. Les véhicules te dépassent, il y a les cristaux de sable qui sont jetés sur l'œil. Tout d'abord, pour lire les écritures de près là, les petites écritures de près là, je ne suis pas capable de lire ça. Donc c'est ça qui m'a amené chez le docteur, on m'a prescrit les verres. Donc quand j'ai commencé à porter ça depuis, il y a très longtemps, bon, l'année là je ne peux plus déterminer exactement. Mais quand j'ai commencé à porter ça, ça a porté ses fruits. Comme l'ont témoigné ces citoyens, les lunettes apportent bien davantage dans l'exercice des activités quotidiennes de leurs porteurs. Cependant,
il est bien d'avoir des lunettes recommandées par un spécialiste de la vue. Les verres sont des dispositifs médicaux. Donc avant de les avoir, il faut d'avoir une prescription d'un ophtalmologue ou d'un opticien. C'est à l'issue de cela qu'on peut commencer à porter les lunettes. Il est bien fréquent de voir des lunettes endommagées qui sont redressées avec des outils précaires de bricolage. L'opticien Saturnin assis conseille. Une fois que les verres sont brisés, il n'est pas recommandé de les bricoler. Les verres sont cassés, il faut aller voir son opticien pour un remplacement ou un changement. Si les verres ont déjà duré, il faut carrément faire une nouvelle réfraction afin de les changer. Si l'attente n'est pas encore arrivée, l'opticien peut automatiquement changer les verres avec la même prescription. Les lunettes doivent être éloignées de toute source de chaleur, comme celle de la cuisine par exemple. Et pour cause, le traitement anti-reflet, c'est le traitement qui est contre tout ce qui est lumière artificielle, que ce soit le téléphone, les ampoules et autres. Et quand ce traitement se trouve sur les verres, vous avez, une fois en contact avec la chaleur, les verres se dégradent. Si l'anti-reflet n'est pas vraiment de bonne qualité. L'usage d'une lunette après prescription est valable pour 2 ans. Cependant, elle peut se dégrader beaucoup plus tôt avant cette période si elle est mal entretenue. Pour s'assurer du bon état des lunettes, une fréquence de consultation est suggérée ici par l'opticien Saturnin assis. Après achat, les lunettes durent 2 ans. Mais si elles sont mal entretenues, au bout de 6 mois, elles peuvent se casser. Pour les porteurs de lunettes, il faut faire une consultation chaque 1 an. Et à l'issue de la consultation, vous pouvez changer les lunettes ou bien les conserver. Mais pour ceux qui ne portent pas les lunettes, ils doivent faire une réfraction chaque 2 ou 3 ans. L'une des actions les plus précieuses d'un bon porteur de lunettes est le nettoyage. Il faut le faire avec la lingette de l'étui. À l'aide de l'index et du pouce, essuyez les verres de façon circulaire. On peut également rincer avec de l'eau propre avant de l'essuyer. Vu que nous sommes aussi dans un climat où il y a la poussière et autres, la première des choses, avant de nettoyer les verres, il faut les rincer à l'eau. Il faut les rincer à l'eau pour enlever les grains de sable éventuels qui peuvent se trouver sur les verres. Pour retirer les verres du visage, voici 2 bonnes manières que nous démontre ici l'opticien Wilfried Djebi. S'il arrive qu'une main est occupée généralement, vous pouvez tirer par le pont, c'est-à-dire le milieu, comme ça. Ça aussi c'est conseillé. Le but c'est d'équilibrer les 2 côtés. Pour ne pas déséquilibrer, parce qu'en faisant ce geste, comme je disais tout à l'heure, ça gît sur une branche et ça se casse facilement. Donc, soit retirer avec une main mais par le pont, comme ça, ou soit avec les 2 mains, comme ça. La vue mérite bien une attention particulière. Les conseils donnés ici par les opticiens seront d'une grande utilité. Voilà, une chose est de porter des verres, mais une chose également est de savoir les entretenir. Puisqu'on parle de santé, on reste pour dire que selon les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, plus de 200 000 jeunes filles ont été victimes de la mutilation génitale féminine, encore appelée excision. Un acte qui consiste à l'ablation partielle ou totale des organes génitaux féminins. La sensibilisation et les actions menées depuis quelques années au Bénin ont-ils porté leurs fruits, ou mieux, quelles sont les avancées notables dans cette lutte? Autant d'interrogations qui a suscité la réalisation de ce magazine qui porte la signature de Stélia Padonou et de Estelle Vichoedo. Triste réalité. Elles sont bien nombreuses à l'avoir vécu. Au moins 200 millions de filles et de femmes actuellement en vie ont eu à subir l'ablation partielle ou totale de leurs organes génitaux externes. Que dis-je? L'excision, selon le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, en abrégé UNICEF. Kimbaba Seguere, président de l'Association de la protection de l'enfance malheureuse, APEM-ONG, se réjouit de la régression des cas d'excision enregistrés ces dernières années dans le Nord Bénin. C'est la lutte qui porte progressivement ses fruits, a-t-il martelé. Aujourd'hui, on peut, sans risque de nous tromper, dire que notre lutte porte son fruit. Mais nous devons continuer parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Pour Maître Huguette Bokwenya Kadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, il est hors de question que l'on assiste encore à des excisions au Bénin. Plus besoin de vouloir contrôler la femme, notamment sa sexualité, à travers cette pratique révolue. Selon les données que l'Observatoire de la famille, de la femme et de l'enfant
a donné pour le deuxième trimestre de 2021, je peux vous dire qu'il y avait 15 filles victimes de mutilation génitale féminine. On peut aussi se réjouir de ce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a vraiment eu un recul. Mais on ne peut pas dormir sur nos lauriers parce qu'il ne devrait plus y en avoir. Ces 15-là qu'on a retrouvés particulièrement dans les départements du Nord, ce sont les 15 cas de trop. Il faut dire que l'excision est ancestrale et autrefois pratiquée dans les parties septentrionales du Bénin, notamment dans les départements du Borgou, de l'Atakora, de la Donga et autres. Ça faisait partie, n'est-ce pas, de l'éducation de la jeune fille au temps ancien. C'est-à-dire que pour que la jeune fille ne mène pas une vie de débauche, à un certain âge, on lui enlève ça pour lui montrer qu'en te rapprochant d'un garçon à cet âge-là, voilà comment ça va te faire mal. Certains peuples disent que donc c'est un déchet qu'il faut ôter, n'est-ce pas, de la jeune fille pour lui permettre d'être pure. Le regard sociologique vous dira tout de suite que dans le discours des personnes qui font l'excision, ce n'est pas qu'ils sont en train ou qu'elles sont en train de faire du mal. Elles sont en train d'être des garantes de la tradition. Elles sont en train de préserver leurs enfants de la dépravation des mœurs. Le Bénin dispose d'un arsenal juridique pour venir à bout de ce phénomène. Les tests se sont d'ailleurs corsés avec le vote de la loi sur les infractions à raison du genre suite à la persistance des mutilations génitales féminines et des différentes violences faites aux femmes et aux filles. Si quelqu'un y est pour quelque chose dans la mort d'une femme ou d'un enfant à cause de mutilation génitale féminine, le minimum auquel il sera condamné, c'est 10 ans. Ce n'est plus 5 ans. L'auteur et les complices peuvent, en plus des peines qu'ils encourent, peuvent être interdits de l'exercice de droits civiques, de droits civils, de droits de famille, interdiction de droit de vote ou interdiction ou frappé d'inéligibilité. Zéro taux d'excision au Bénin, il est fort probable qu'on y arrive d'ici quelques années. C'est le souhait d'ailleurs de tous. Mais pour y arriver, il y a un certain nombre de préalables. Le taux va fortement diminuer parce que la loi maintenant donne vraiment plein pouvoir pour arrêter ces pratiques. Mais pour le moment, parler de taux zéro serait un très fort optimisme. Et nous avons cet optimisme et nous espérons vraiment que ça va diminuer. Sociologues, responsables d'ONG et autres acteurs impliqués dans la lutte contre les mutilations génitales féminines appellent au maintien de l'état de veille. L'appel que nous avons à lancer, c'est que nous ne baissons pas les bras. Et aujourd'hui, c'est que effectivement, nous ne baissons pas les bras. Ce qui peut permettre aujourd'hui à l'excision de vraiment reculer et de gagner moins de terrain, voire même de pouvoir disparaître peut-être avec une touche d'optimisme un jour, je pense que ce serait vraiment de continuer avec les sensibilisations, de permettre aux jeunes femmes d'être de plus en plus instruites parce que les chercheurs et la communauté scientifique a remarqué quand même qu'il y a un lien entre le niveau d'instruction et l'acceptation d'être excisé ou pas. J'en appellerai peut-être à la communauté scientifique pour continuer par travailler, fournir des recherches et des travaux qui pourront aider à mieux comprendre c'est quoi vraiment les raisons profondes de l'excision et comment faire pour changer les mentalités, parce que c'est de cela qu'il s'agit, un changement de mentalité, pour que les gens comprennent que ce n'est pas par la coercition qu'il faut encadrer les jeunes femmes, ce n'est pas par la coercition qu'il faut les empêcher en fait d'aller vers l'infidélité ou d'aller vers ce que les gens qualifient de dépravation des mœurs. Maître Huguette Bokpenya-Kadia, secrétaire exécutive de l'Institut national de la femme, rassure de l'entière disponibilité de la structure étatique dont elle est membre à soulager les femmes béninoises qui subissent au quotidien diverses formes de violence. On est en train de travailler à une stratégie de vulgarisation des lois, 3 lois et de toutes les autres lois qui gagneraient. C'est un corpus, n'est-ce pas, l'ensemble de la législation sur la question
et également aux méthodes de sensibilisation. Et nous avons dit que nous allons sortir des sentiers battus. La lutte contre la mutilation génitale féminine doit être commune pour en finir avec ce phénomène qui, en dépit des multiples sensibilisations, a toujours droit de citer dans la partie septentrionale du Bénin. Merci à vous, Stélia Padonou et Prudence Kossoron pour ce magazine. Et pour clore cette édition, les représentants béninois connaissent désormais leurs adversaires en compétition africaine. À l'issue du tirage au sort effectué au Caire le mardi 9 juillet 2022, le champion en titre du Bénin, Coton FC, hérite de l'ASEC Mimosa. Et ceci dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions africaine. Quelles sont les chances de voir Coton FC du Bénin passer au second tour de ces éliminatoires? Certains acteurs du football béninois se sont prononcés à cet effet. Ils sont au micro de Moucharaf Soumanou et Paul Esther, ça aussi. On peut espérer beaucoup de choses de notre équipe championne. D'abord, reconnaissez que c'est l'équipe championne du Bénin. Elle a fait de bonnes choses sur le plan national, avec un staff bien outillé, un bon staff, avec à la tête un bon technicien et qui a l'habitude des compétitions. Donc, moi, je trouve que l'équipe de Coton est bien outillée. Vous avez parlé des arrivées. Moi, je crois que c'est d'ailleurs même une bonne chose. Ils ont vite commencé et ils ont étoffé l'effectif. C'est vrai, nous avons en face un grand de la compétition, un grand de l'Afrique qui est l'ASEC. Mais n'oubliez pas, dans un passé récent, on avait les buffles en face de l'ASEC. N'eût été quelques détails, c'est que les buffles passaient. Coton, ils ont gardé un noyau, ils sont en train de reprendre encore. Presque, on ne peut pas dire à zéro, mais ils sont en train de reconstruire l'équipe encore. C'est comme l'ASEC aussi. Hein. L'ASEC, il y a beaucoup de joueurs qui sont partis, qui sont allés dans des clubs européens et africains. Donc, il y a une petite dislocation. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que l'ASEC va nous produire. Mais si Coton se prépare sérieusement, mentalement, ils peuvent déstabiliser l'ASEC. Ça, c'est sûr. Parce qu'eux aussi, ils sont en reconstruction. C'est comme ça. On a, surtout à l'ASEC, ils vendent des joueurs à la fin du championnat. Nous avons vu le Coton faire des recrutements en prenant des joueurs dans le championnat. À part Nabil Yaro qui est venu de Inyimba, de même que Manim, le joueur de l'ASCO de Kara, on voit que ce n'est rien d'autre que des joueurs qui ont fait le championnat. Notre championnat qui n'a pas pu placer certains joueurs dans la sous-région, ça ramène à dire que ça va être un peu difficile. Et maintenant, avec les recrues, ils vont chercher à mettre un nouveau système en jeu. Et c'est là, je dis, Coton joue à un jeu un peu dangereux et ça va être un peu difficile face à l'ASEC. C'est le nouveau champion, ils viennent de commencer. Ils veulent goûter maintenant à la compétition internationale. Ça commence toujours quelque part. J'ai confiance en eux, vu l'état d'esprit qu'affiche le Coton FC. À la fin du championnat, déjà, ils ont déjà dévoilé leur intention. Les recrues, les libérés, franchement, avec la discipline qui règne dans cette équipe, j'ai beaucoup confiance en eux. N'ayons pas peur, il n'y a pas de peur, parce que c'est ASEC Mimosa, non. ASEC Mimosa, c'est une institution, d'accord, mais nous aussi, il faut commencer quelque part. Voilà, point final à cette édition, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis.